Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. Dans le décryptage de l'actualité ce jour, nous irons au Mali pour regarder les défis du nouveau quinquennat du président Ibrahim Boubacar Keïta. Le président IBK a pris officiellement fonction pour son second et dernier mandat à la tête du Mali ce mardi 4 septembre 2018. Quels seront donc les défis du nouveau quinquennat? Nous poserons donc la question à notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Alors, Ibrahim Boubacar Keïta a pris fonction, je l'ai dit hier, mardi 4 septembre 2018. Est-ce qu'on peut dire que c'est maintenant que IBK va véritablement se mettre au travail quand on sait que généralement, dans leur premier mandat, les dirigeants pensent plus à leur réélection qu'à véritablement travailler? En tout cas, il n'a pas le choix. S'il veut rentrer dans l'histoire du Mali, il va avoir 2 mandats. Avec un mandat, déjà, il faut rendre compte pour dire qu'est-ce que j'ai fait. Et tout le monde sait que son premier mandat, il n'en est pas le responsable, c'est clair. Mais il a trouvé un Mali dans des conditions de sécurité vraiment pas bonnes du tout, qui ne permettaient pas véritablement de travailler dans des conditions sereines. Maintenant, s'il prend la responsabilité de demander un deuxième mandat, il faut qu'il assume. Les gens commençaient même à théoriser en se posant la question, est-ce que ça ne sera pas le mandat de trop? Est-ce que ça ne sera pas un mandat pourri? Est-ce que ce mandat ne risque pas, au lieu qu'il puisse présenter à la fin un bilan pour avoir fait le travail qu'il faut, est-ce que ce n'est pas ce mandat qui va faire que même avant la fin du mandat, les gens ne voudront plus de lui parce que les conditions n'ont pas véritablement changé au niveau du pays depuis qu'il a pris les rênes du pouvoir? Alors, en tout cas, lui-même, il a sollicité et obtenu ce second mandat. Ça veut dire qu'il se sent de nouvelles ressources pour pouvoir faire le travail? En tout cas, si on prend le personnage, il a les ressources qu'il faut. Il ne faut pas qu'on oublie qu'il était un compagnon de l'ancien président Konaré. Il a été ministre des Affaires étrangères. Il a été Premier ministre. Il a été président de l'Assemblée nationale. Donc, en principe, on ne peut pas poser le problème de est-ce qu'il connaît le Mali, est-ce qu'il connaît l'administration, etc. C'est quelqu'un qui a vraiment ce qu'il faut pour pouvoir faire ce travail-là. Mais le problème que nous avons, les diplômes et tout ça, c'est bon. Le problème de l'Afrique, c'est d'avoir des gens qui aiment l'Afrique et qui se battent pour l'Afrique. Parce que des gens qui en parlent, qui disent qu'ils veulent le développement de l'Afrique, on en voit. Mais des gens qui, comme on dit, mouillent le maillot, on en voit moins. Maintenant, à lui de montrer, parce qu'il ne faut pas oublier que Konaré était un panafricaniste pur et dur, si on peut l'appeler ainsi. Donc, lui également, il doit pouvoir avoir au moins dans ses veines une certaine dose de panafricanisme qui doit l'amener à se rendre compte que s'il veut travailler pour l'Afrique, ça commence par le Mali. Et s'il veut travailler pour le Mali, la première chose qu'il doit faire, je ne dirais pas, c'est de sortir le Mali de la situation dans laquelle le Mali se trouve. Un mandat ne peut pas permettre de le faire, mais au moins mettre le Mali sur les rails pour que d'ici 2 ou 3 mandats, que tout le monde constate un véritable changement au niveau du Mali. L'un des meilleurs atouts pour les nouveaux défis d'IBK, est-ce que ce n'est pas aussi son Premier ministre qu'il s'est empressé de reconfirmer dans ses fonctions? En tout cas, la reconfirmation n'est pas surprise. On en avait parlé ici même bien avant, parce que, à mon avis, Boubaye Maïga est en train de faire un très bon travail, surtout en ce qui concerne la cohésion nationale. Parce qu'un des défis qu'ils vont devoir relever, c'est celui-là, parce que malheureusement, la présence des terroristes a créé un autre problème, avec aujourd'hui des groupes ethniques différents qui en sont arrivés parfois aux armes. Au nord, c'était le cas avec les Arabes et les Songhai. On le voit au centre actuellement entre les Dogons et les Peuls. Je crois que ce qu'il a réussi à faire, aller sur le front, parce que c'est ce qu'il a fait, ce que l'ancien Premier ministre n'avait également pas réussi. Il a réussi à aller sur le front calmement, il a réussi à discuter avec les gens, et on lui doit en partie la sérénité des élections dans des zones où personne ne croyait qu'on allait pouvoir voter. Je crois que c'est une chose. La deuxième chose, c'était lui le directeur de campagne du président de la République. S'il l'a fait réélire, cela veut dire qu'il a réussi sa mission également par rapport à la campagne électorale. Donc, ce n'est pas une surprise qu'il le reprenne. Espérons que lui, il garde le cap pour que, avec la cohésion nationale, que le Mali puisse s'orienter réellement
vers des actions qui vont développer le pays. Alors, on a vu tout ce qui s'est passé dans le premier mandat d'IBK avec la situation sécuritaire. Ça reste le principal défi pour IBK? En tout cas, il l'a dit lui-même autrement, puisqu'il dit que la priorité absolue pour lui, c'est la paix. Si on parle de paix, c'est par rapport, bien sûr, à ce défi sécuritaire qui est extrême, parce que, à pareil moment, l'année passée, moi, j'étais au Mali. Et quand on traverse ce pays, j'ai fait de Bamako, je suis allé à Kogno, j'ai fait 650 km. Mais vous vous rendez compte que, même avec le G5, il va être difficile de cerner la totalité de ce pays. Le Mali est un pays extrêmement vaste. Et ça fait partie de ce qui pose problème, puisque ces gens-là profitent de ces espaces pour passer par n'importe quelle voie pour venir créer des problèmes. Donc il est clair qu'on ne peut pas faire le développement du Mali sans pour autant ramener cette sécurité, sans pour autant ramener la paix. Donc comme il l'a dit, ça va être la priorité absolue. Ce que j'ai aimé dans son discours, tout comme dans son programme qu'il a proposé au niveau de la campagne, il est en train d'entendre un peu certaines voix, même de l'opposition, comme Tibile Dramé, de la société civile malienne, qui disaient que, attendez, ceux qui ont pris les armes également, une bonne partie sont des Maliens, il faut accepter de parler avec eux. Donc dans le programme, il parle de DDR, comme on le voit généralement dans les zones où il y a eu des affrontements, démobilisation, désarmement plus réinsertion. Je crois que s'il va dans ce sens, il faut espérer que peut-être une bonne partie de ceux qui se sont engagés dans cette bagarre que je trouve inutile pour le Mali vont comprendre et accepter de déposer les armes. Mais au-delà de la question de l'insécurité avec l'invasion djihadiste, il y a aussi une autre question qui est aussi une question d'insécurité, c'est les affrontements entre Dogon et Peul. Oui, sur ce plan, je crois qu'il est possible de trouver une solution parce que ce n'est pas réellement des ethnies qui s'affrontent. Il y a une manipulation qui a été faite qui fait que un conflit qui n'était pas un conflit ethnique est en train d'être transformé en un conflit ethnique. Et cela est dû au fait que au niveau du mouvement des terroristes, parce que j'aime pas beaucoup le mot djihadiste là, il y a un groupe qu'on appelle ceux du Massina qui se sont organisés, et ce groupe est surtout composé par des Peuls, parce que le Massina, c'est l'ancien espace Peul également au niveau de cette zone. Et cela a amené les gens à considérer que c'est un mouvement qui a été créé par des Peuls. Donc c'est les Peuls qui créent le problème. Le raccourci est dangereux. Et on a vu le résultat, il y a eu des affrontements, il y a eu des morts, mais il y a un travail qui est en train d'être fait. Et il n'y a pas longtemps, il y a eu un représentant des Dogons, un représentant des Peuls qui se sont retrouvés. Ils ont signé un document pour dire que bon, ils vont arrêter cet affrontement qu'il y a entre les deux groupes. Je crois que s'ils le réussissent, ça sera encore un plus pour le mandat du président IBK. Est-ce que IBK va pouvoir aussi continuer à s'appuyer sur l'accord d'Alger? Les accords d'Alger, je me demande, est-ce qu'il ne faut pas s'asseoir à nouveau sur cette question? Parce que le malheur, c'est que quand un accord est là, on ne l'a pas appliqué. Les conditions se mettent à changer. Au bout d'un certain nombre de temps, est-ce que l'accord garde les mêmes pertinences au moment de la signature et aujourd'hui? De sorte que certains disent que c'est une très bonne base pour pouvoir résoudre le problème, surtout que l'Algérie est un élément important dans cette affaire. Il ne faut surtout pas essayer d'écarter l'Algérie, bien que on reproche à l'Algérie, aussi bien au Mali qu'à l'extérieur, de ne pas jouer véritablement le jeu de la paix pour ce qui est du Mali. On considère qu'ils ont fait un peu ce que le président Blaise Compaoré avait fait, une sorte d'accord tacite avec ces terroristes pour qu'on les laisse tranquilles et qu'eux également, ils ferment en quelque sorte les yeux sur certaines incursions à l'intérieur du territoire algérien. Est-ce que c'est la réalité ou pas? En tout cas, c'est un reproche qui est fait à l'Algérie. Donc, on ne peut pas résoudre le problème malien sans une certaine participation d'Alger. Et une partie des belligérants, souvent, c'est eux qui veulent que quand il faut signer des accords, qu'on aille plutôt à Alger. Puisque le président malien parle d'un dialogue intra-malien. C'est vrai que ce dialogue est nécessaire avec les conflits entre les ethnies, mais pour régler le problème de la guerre, parce qu'il s'agit d'une guerre en bonne et due forme, il ne faut pas écarter l'Algérie. À la limite même, il faut y mettre le Burkina, parce que de plus en plus, ce pays également subit les conséquences de ce qui se passe au Mali.
on ne pourra plus résoudre le problème du Mali du point de vue guerre en se limitant au Mali tout seul. Alors, si on comprend que le défi sécuritaire est la priorité des priorités pour IBK, il y a aussi la question économique, le chômage. La question économique, le problème, c'est que le Mali est classé où parmi les pays dans le monde? Et quand un tel pays est en guerre, le peu de ressources que le pays a risque d'aller vers la guerre. Chercher des armes, prendre en charge les militaires, puisque on ne peut pas parler de quoi que ce soit si les gens n'ont pas la liberté de mouvement. Et pour l'avoir, il faut qu'au moins que les militaires, comment on le dit encore, protègent les gens. Donc il y a une grosse difficulté qui est là. Il y a plein d'attentes sur le plan social, mais une guerre a un coût et le coût est extrêmement élevé. On a vu avec le G5 qu'on essaye de mettre sur place. Jusqu'à présent, on a des difficultés à mettre le G5 en place, non pas parce qu'il n'y a pas d'hommes, mais parce que les moyens ne suivent pas. Donc le Mali tout seul également va rencontrer cette difficulté et à partir de ce moment, ça touchera cette question du chômage parce que l'argent qui aurait pu être utilisé pour permettre à des jeunes de pouvoir s'insérer quelque part risque d'être orienté vers la guerre. Ou bien pour donner de l'emploi aux jeunes, on risque de leur demander de venir s'engager au niveau de l'armée. C'est là-bas qu'il risque d'y avoir des emplois. Alors que tout le monde sait que c'est un sérieux problème au niveau du Mali. Cette question du chômage, quand vous allez à Bamako, vous voyez les jeunes assis autour de ce qu'ils appellent des grains. Pendant 4-5 heures d'horloge, ils sont là à boire du thé, à discuter de tout et de rien. C'est vraiment une bombe à retardement. Il faut que le président voit qu'est-ce qui sera possible d'être fait pendant ce mandat-là. Et puis, il y a aussi le problème que pose l'opposant Soumaïla Cissé, qui ne reconnaît toujours pas sa défaite ou la victoire d'IBK. Est-ce qu'il va pas en faire aussi un défi, c'est-à-dire arriver à apaiser Cissé pour qu'il n'y ait pas de problème politique majeur durant ce quinquennat? C'est indispensable parce que on a déjà un problème ethnique. On a déjà une guerre. Est-ce qu'il faut y ajouter encore un conflit politique? Je crois que la réponse, elle est claire. Il doit faire un effort pour apaiser la situation politique. Parce que il ne faut pas que les résultats des élections engendrent un autre conflit, comme on l'a vu dans beaucoup de pays, où la contestation des résultats des élections a abouti à la violence. Mais c'est à lui certainement de faire également un pas. Il l'a fait en disant qu'il ouvre la main, il tend la main à tout le monde. Ça, moi, je crois que ça ne suffit pas. Il faut le rencontrer, parce que généralement, il faut savoir prendre les devants, aller rencontrer M. Soumaïla Cissé. Ils se connaissent très bien. Ce n'est pas un étranger par rapport à lui. Je ne crois pas du tout que ce soit des ennemis. C'est juste le terrain politique qui crée l'adversité. Et je crois qu'il faut aller dans ce sens pour que cette contestation cesse, parce que quoi qu'on dise, on n'a pas mis objectivement sur la table de quoi prouver qu'il y a eu des fraudes au niveau des élections, au point que les fraudes ont orienté les résultats vers ce qu'on a obtenu. Il ne faut pas qu'on oublie qu'au premier tour, les résultats étaient très clairs et l'avance était déjà là entre IBK et Soumaïla Cissé. Au deuxième tour, ça s'est creusé davantage. Mais ce qui veut dire que s'il y a eu fraude, ce n'est pas la fraude qui a permis certainement au président IBK d'être réélu. Les Maliens ont préféré que lui, il reprenne les rênes du pouvoir. Il faut que M. Soumaïla Cissé l'accepte et que les Maliens passent à autre chose. Parce qu'il ne faudrait pas que le pays reste dans cette situation où on parle d'élection. Le Mali doit parler plutôt de paix et de développement présentement. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On va observer maintenant la pause et après on reçoit l'invité de ce jour.